Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire sur la sécurité en ligne. On avait parlé durant les précédents webinaires sur le bancaire en ligne, les enjeux du bancaire et de l'inclusion par le numérique. On a évoqué quelques risques, quelques dangers liés à- à l'utilisation du, du bancaire et aussi du numérique de manière générale. Aujourd'hui, on va regarder quels sont les différents types d'arnaques et nous avons comme invité euh, Charline Goré de Febelfin qui va faire la présentation. Alors, ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur YouTube. Vous pourrez le revoir quand vous voulez, voir et revoir euh, à votre bonne guise. On va parler durant 35-40 minutes de la sécurité en ligne hein, pour vraiment parcourir les différents types d'arnaques, les arnaques les plus courantes, les plus récentes aussi. On terminera sur la présentation de quelques outils pédagogiques que vous pouvez utiliser pendant vos ateliers, dans vos accompagnements avec des publics qui sont en précarité numérique, fragilité numérique aussi. Et à la toute fin, on est intéressé de savoir quelle est votre expérience sur le terrain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les lira au fur et à mesure et on répondra tant qu'on peut durant le webinaire. Et sinon, on y répondra à l'oral à la toute fin du webinaire. Voilà. Donc, je rappelle de vous demander de bien vouloir garder les micros coupés pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences pendant la présentation. Et je, je présente l'intervenante d'aujourd'hui, qui est Charline Goré, qui travaille pour Febelfin, et je passe la parole à elle. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, mon nom est Charline Gorier, je travaille au service communication de Febelfin. Alors, je vais tout de suite partager ma présentation. Ça va peut-être prendre quelques secondes. Voilà. OK. Bon, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet, étant donné que j'ai quand même pas mal de slides et si je comprends, je dois me limiter à 35-40 minutes. Donc, peut-être qu'il y aura des slides où je vais passer rapidement, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser à la fin de la présentation. Et de toute façon, la présentation vous sera aussi envoyée via WeTakeCare, donc vous aurez tous les slides à portée demain. Alors, petite introduction avant de passer en revue les différentes formes de fraude. Donc, comme vous le savez, on est dans une société qui se digitalise de plus en plus et donc ça amène aussi des opportunités pour les criminels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la criminalité dite traditionnelle a tendance à régresser et que la criminalité numérique progresse quant à elle. Et ça, c'est un petit peu confirmé par les chiffres de la police fédérale qui montrent que ces 5 dernières années, les cas de fraude en ligne ont augmenté de 175%. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire de la sensibilisation, de faire ce type de webinaire pour justement augmenter sa résilience numérique et apprendre à reconnaître les formes de fraude, mais aussi en tant qu'accompagnateur du numérique, pouvoir expliquer aux gens, si jamais vous avez des personnes qui viennent avec des exemples de SMS, de phishing, etc., pouvoir leur expliquer que effectivement c'est une fraude. Alors pourquoi les cybercriminels essaient d'avoir les données des personnes? Eh bien, c'est pour récupérer évidemment en premier lieu l'argent, mais aussi des données personnelles. Ça peut être aussi pour faire du chantage, notamment pour les entreprises où ils vont bloquer un serveur en demandant en échange de l'argent pour que la situation redevienne normale. Mais on a aussi de l'espionnage qui est réalisé. Et le problème, c'est que en fait, c'est pas si difficile pour eux d'obtenir cela parce que les gens n'ont souvent pas conscience qu'ils révèlent beaucoup sur eux-mêmes, notamment sur les réseaux sociaux.
On avait fait une vidéo, mais je ne vais pas vous la passer ici, mais encore une fois, je vous enverrai tous les liens si jamais vous êtes intéressés. Donc, c'est une vidéo qu'on avait réalisée il y a quelques années, donc je pense il y a 10 ans maintenant, mais qui est toujours en fait d'actualité, qui montre que les gens ont tendance à un petit peu trop dire et donner un petit peu trop d'informations personnelles sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Et ce sont toutes des données qui peuvent se servir, que les criminels peuvent se servir contre eux pour justement essayer de soit leur escroquer de l'argent ou alors leur envoyer des messages de phishing qui sont plus personnalisés. Oh, attendez. Maintenant, on va passer concrètement aux formes de fraude en ligne. Et je vais commencer avec le phishing. Le phishing, c'est la fraude en ligne qui est la plus courante. Vous avez certainement déjà entendu ce terme. En français, on appelle ça aussi de l'hameçonnage. Donc, c'est vraiment le fait que les criminels essaient de s'emparer des données personnelles des personnes. Alors, on a vu qu'en 2021, il y a eu 25 millions d'euros qui ont été volés par le phishing, ce qui est assez énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi constaté que c'était une diminution par rapport à 2020. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On a le fait qu'il y a quand même un monitoring assez important qui est fait de la part des banques. On a aussi la sensibilisation qui, même si ça reste encore un chiffre important, qui, à mon avis, fait aussi son travail. Donc, les gens sont peut-être aussi un petit peu plus conscients de ces types de fraudes. Alors, malheureusement, il y a encore 12% de la population, et ça monte même jusqu'à 30% des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de phishing. Et on a aussi vu dans notre étude que 3% de la population serait prêt à donner leur code PIN si jamais la banque le leur demandait. Alors, il faut savoir que la banque ne va jamais demander les codes PIN ou les codes qui sont issus du Digipass. C'est pour ça aussi qu'on réalise de nombreuses campagnes de prévention en tant que secteur pour justement sensibiliser les gens par rapport à cela. Alors, ce qu'on a aussi constaté en 2021, c'est qu'il y a vraiment eu un glissement vers d'autres formes de fraude, où là, les criminels essaient de faire en sorte que ce soit la victime elle-même qui fasse un virement vers un compte. Donc là, ils essaient plus seulement d'envoyer un message en essayant de récupérer les codes bancaires de la personne, mais ils vont essayer de la convaincre à faire elle-même un virement. Et je vais vous montrer quelques exemples aussi de ces types de fraude. Alors, le phishing, comme je le disais, c'est la forme de fraude en ligne qui est la plus courante. Et en fait, les cybercriminels, avec le phishing, essaient de se faire passer pour des organisations qui sont connues. Et ils vont envoyer un message, que ça peut être par SMS, par email, sur les réseaux sociaux, en se faisant passer pour cette organisation. Et dans ces messages, souvent, il y a un lien. Et si on clique sur ce lien, on va arriver sur une fausse page Internet où on va demander à la personne d'introduire ses données personnelles, notamment ses codes bancaires. Et évidemment, si la personne le fait, eh ben, malheureusement, les criminels auront accès à ces codes bancaires et pourront ensuite se connecter à son application bancaire ou à son PC banking. Vous avez peut-être aussi entendu parler du terme smishing. En fait, c'est du phishing, mais c'est le terme qu'on emploie plus souvent pour parler du phishing qui est envoyé par SMS. Un lien peut aussi contenir une demande de télécharger un logiciel ou une application, mais malheureusement, ces logiciels ou ces applications sont en fait des virus qui vont réussir à capter les différentes données personnelles de la personne qui les installe sur son téléphone. Avant de vous montrer quelques exemples plus concrets de ce que c'est le phishing, un petit rappel qui est important à donner, c'est que beaucoup de personnes savent qu'il ne faut pas donner son code PIN. C'est quelque chose qui est répété assez souvent, mais malheureusement, les gens, en tout cas certaines personnes, ont tendance à penser que donner le code réponse du Digipass, ça, c'est pas grave. Mais il faut savoir que c'est un code qui est aussi secret qu'un code PIN. Donc, si une personne a une demande par téléphone, par exemple, de donner la réponse qui apparaît sur le lecteur de carte, elle ne doit jamais le faire parce que c'est une arnaque et ça va permettre aussi aux fraudeurs de pouvoir se connecter et de faire une transaction. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le code PIN et les codes réponse du Digipass sont aussi secrets l'un et l'autre.
Mon petit slide que je peux passer rapidement, mais pourquoi les gens cliquent si facilement sur un lien de phishing? Eh bien, ça a à voir aussi un peu avec le côté émotionnel du cerveau. On a tendance souvent à réagir face au stress, face à la peur de façon un peu plus impulsive. Et souvent, les criminels, avec leurs messages ou les appels téléphoniques qu'ils font, ils essaient de créer ce sentiment d'urgence, cette peur qui va faire en sorte que la personne ne va pas réfléchir et va directement tomber dans le piège. Alors, on a aussi d'autres éléments, hein, quand le mail est court, va droit au but, quand il s'agit d'une demande d'aide, si la personne qui vous envoie le message vous est connue. C'est aussi pour ça que les fraudeurs se font passer pour des organisations que les personnes connaissent. Aussi, quand il y a un rapport avec l'actualité, donc quand on voit avec la crise du coronavirus, il y avait énormément de messages de phishing qui étaient envoyés en lien avec cette crise du coronavirus. Ici, avec la crise de l'énergie, on a également des messages qui sont adaptés à cette actualité. Alors, comment reconnaître un mail de phishing? Bon, ici, c'est un exemple un petit peu classique de phishing qui se fait passer pour une banque. Il y a évidemment d'autres variantes, mais en tout cas, là, ce sont les éléments les plus importants à prendre en compte lorsqu'on reçoit un message par mail qui nous paraît un petit peu suspect. Premièrement, c'est de regarder l'adresse mail. Alors, très souvent, l'adresse mail ne correspond pas du tout à l'adresse de l'organisation. Si on regarde ici, c'est un mail qui se fait passer pour la banque postale en France, mais si vous regardez bien l'adresse mail, on voit que ça ne correspond pas du tout à l'adresse mail de la banque postale. On a aussi un adressage qui est non personnalisé, parce que les mails de phishing, les SMS de phishing sont généralement envoyés à énormément de personnes, et donc il y a toujours on va toujours vous parler en cher citoyen, cher client, et généralement on ne va pas vous appeler par votre prénom ou votre nom de famille. Ça peut arriver que le prénom ou le nom soit mentionné, mais généralement, ça reste plutôt vague. Au niveau des éléments du corps de texte, c'est là généralement où on peut se rendre compte que c'est encore plus une arnaque parce qu'on a souvent des éléments de pression, de contrainte, de menace ou des éléments qui vont attirer la curiosité où on va parler d'argent. Dans l'exemple ici que j'ai noté, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais parce que c'est écrit en petit, mais en gros, ça nous dit, voilà, nous avons effectué une nouvelle mise à jour de nos conditions d'utilisation. Cependant, votre espace est restreint suite à la non mise à jour de votre profil. Les restrictions sont les suivantes. Effectuer des paiements en ligne, virer de l'argent. Donc, on parle déjà de restrictions pour essayer de faire peur aux gens. Nous vous informons par ailleurs que vous devez impérativement procéder au processus de certification. Le non-respect de cette procédure peut entraîner des rejets d'opérations et, le cas échéant, une mesure d'interdiction bancaire, carrément. Donc, vous voyez, ils essaient un petit peu de faire peur pour pousser la personne à agir. Et évidemment, on retrouve aussi un lien, donc c'est le bouton Je me lance que vous voyez là, lien qui va amener vers une fausse page Internet où on va demander à la personne de compléter ses données personnelles, ou on peut aussi lui demander de télécharger quelque chose. J'aurai aussi des exemples de ces fausses pages Internet un petit peu plus loin dans la présentation. Autre exemple hein, que j'ai reçu, en tout cas le BNP Paribas Fortis, voilà, ça c'est un faux mail qui me dit que j'ai un crédit en souffrance sur mon compte et que je dois cliquer ici. Hein, donc vous voyez toujours la présence d'un lien pour consulter la transaction. Un faux message de Proximus, ici aussi, où on nous dit, voilà, votre mode de paiement a été refusé, veuillez le mettre à jour pour telle date. Et si vous ne le mettez pas à jour, eh bien, votre abonnement Proximus va être sera définitivement terminé. Et en plus de ça, il va falloir payer quelque chose en tant que frais de clôture. Et on retrouve aussi le lien avec le bouton mettre à jour. Si vous regardez, l'adresse mail aussi ne correspond pas du tout à l'adresse mail de Proximus. Là, on voit fong@user.com.sg. Donc voilà, on voit différents éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille. Hein. Donc la présence d'un lien, la menace, le fait de faire peur, le fait que l'adresse mail paraît bizarre ou ne correspond pas du tout à l'adresse mail officielle de l'organisation. Quelques exemples ici de phishing, hein, donc de phishing par SMS, où on va retrouver aussi des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille, ou encore une fois, on va soit essayer de faire peur à la personne, ou alors lui parler d'argent, par exemple dans le message que vous voyez au milieu,
ou qui nous dit faites attention, le Conseil national de sécurité a décidé que pendant la crise, donc c'était un message reçu pendant la crise du coronavirus, chaque citoyen doit recevoir un montant pour rembourser ses factures, inscrivez-vous, hop, vous voyez un lien. J'ai encore reçu hier un SMS du soi-disant le Bureau fédéral des impôts qui me promettait un remboursement de 300 euros. Et si je voulais les recevoir, je devais aussi cliquer sur un petit lien. On a d'autres exemples avec Proximus encore. Votre facture est payée 2 fois. Rendez-vous sur, hop, vous voyez un lien. Info SMS au nom d'ING. Votre compte est bloqué suite à plusieurs tentatives de connexion. Pour réactiver votre compte, cliquez ici. Ça peut être aussi des SMS envoyés au nom de transporteurs comme Bipost, PostNL, DHL, qui va nous dire que le colis est arrivé à un centre de dépôt, mais qu'on doit encore régler des frais, soit de transport, des frais de douane, etc. Et on retrouve encore un lien qui va nous amener vers une fausse page Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe si on clique sur le lien de ces faux messages? J'ai mis un exemple ici, il y aura encore un exemple juste après, où là, on reçoit un message qui nous dit « Vous avez encore reçu une prime de 317,53 euros. Cliquez ici pour recevoir le montant. » On clique sur le lien et on arrive vers une fausse page Internet qui malheureusement ressemble à une page officielle, mais qui est en fait une page qui est créée par des cybercriminels. Et là, vous voyez, on va nous demander de choisir notre banque pour pouvoir, soi-disant, s'inscrire pour recevoir cette prime. En fait, les criminels font souvent des pages multibanques pour essayer de toucher un maximum de personnes. Autre exemple ici qui est peut-être encore plus clair. Donc, on a reçu un faux message au nom d'It's Me, qui nous dit votre ITSMI a été bloqué en raison de procédures de sécurité. Réactivé via, hop, on retrouve encore une fois le lien. On arrive sur une fausse page Internet qui nous explique le soi-disant problème en disant voilà, il y a des tentatives pour se connecter sur votre ITSMI. On a besoin de vérifier votre nom à l'aide de notre vérification IBAN pour pouvoir débloquer votre compte. Et si vous voyez là, il y a un petit menu déroulant. Donc on voit ING, une petite flèche. Donc si on clique, on va voir apparaître toutes les banques belges. Si la personne choisit ING, eh bien, on arrive sur le troisième écran que vous voyez là, où on demande le numéro de carte et toutes les données d'identification de la personne. Si on clique sur BNP, eh bien, on arrive sur le dernier écran que vous voyez tout à droite, où encore une fois, on va demander toutes les données d'identification de la personne. Et vous voyez, ils essaient vraiment de faire en sorte que ça soit le plus crédible possible. Ils vont utiliser les logos des banques, les couleurs des banques, les terminologies aussi employées par les banques comme Welcome in Easy Banking. Easy Banking est un terme qui est utilisé par BNP Paribas Fortis. Alors, la chose à retenir ici, en tout cas que ce soit pour les SMS, les mails de phishing, c'est que si on reçoit un message... Ah, attendez, j'ai un appel. Peut-être me mettre en non dérangé. La chose à retenir, en tout cas, si on reçoit un message qui contient un lien, et si on clique sur ce lien, on arrive sur une page Internet qui nous demande de choisir notre banque et ensuite d'encoder nos données bancaires, c'est d'office du phishing. Aucune organisation, aucune banque ne va demander d'encoder ces données bancaires via un lien reçu dans un message. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. Message, lien, page où on nous demande de choisir notre banque et puis on nous demande d'introduire nos données bancaires égale phishing. Parfois, le message peut se faire directement passer pour une banque. Donc, on peut recevoir un faux message au nom de Belfius. Alors, des clients qui ne sont pas chez Belfius peuvent aussi recevoir ce message, mais les criminels se disent, bon, il y aura bien des clients Belfius qui vont tomber dans le piège du message. Et là, évidemment, le criminel ne va pas demander de choisir la banque, mais on va arriver directement sur une page où on demande, soi-disant, de se connecter à sa banque. Donc voilà, ça sera d'office du phishing. Il peut aussi y avoir des messages de phishing où on va nous demander de télécharger une application ou un logiciel qui est en fait malveillant. En 2021, il y avait énormément de SMS au nom de Bipost qui circulaient où on nous disait votre colis est en route, suivez-le ici. Et quand on cliquait sur le lien, on arrivait sur une page qui demandait d'installer une application, soi-disant,
pour pouvoir suivre notre colis. Mais en fait, ce n'était pas évidemment une application qui permet de suivre le colis, mais c'était un logiciel qui permettait aux criminels de suivre les activités de la personne sur Internet et donc de pouvoir collecter aussi ces données personnelles. On voit aussi apparaître des mails de phishing avec un QR code, donc, où on n'a plus forcément un lien où il faut cliquer dessus, où là, ils vont demander de scanner le QR code, mais c'est le même processus, hein. On arrive vers une fausse page Internet où on demande de choisir sa banque et ensuite d'introduire ses données bancaires. Alors, petit résumé rapide pour reconnaître les tentatives de phishing. On a l'élément crédibilité, donc les criminels vont essayer de prendre l'identité d'une personne ou d'une institution bien souvent qui est connue et qui donne l'impression de communiquer avec une instance qui est légitime. Il y a des éléments de pression, donc ils vont essayer de créer des fausses urgences pour essayer de provoquer du stress et de l'angoisse chez les personnes pour les pousser à agir beaucoup plus vite. La peur, hein, donc pour que vous soyez aussi incité à agir, il y aura des éléments de peur. On l'a vu dans les exemples, hein, votre compte va être bloqué, vous allez devoir payer des amendes, etc., etc. Ça ne s'adresse généralement pas à vous directement. Et on a aussi bien souvent des propositions qui sont irréalistes. Je donne l'exemple d'un compte d'épargne avec un intérêt à 10%. Bon, voilà. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Et aussi, la chose à retenir, c'est comme je vous disais, on a vraiment le processus, donc message, lien, page Internet, et ensuite on nous demande d'introduire nos données bancaires. Ça, c'est d'office du phishing. On a deux variantes du phishing qu'on appelle le phishing à la carte bancaire et le phishing à la carte bancaire à domicile. Alors avec le phishing à la carte bancaire, ici, les criminels, ils vont essayer de récupérer directement la carte bancaire de la personne avec les codes. Comment ils vont procéder? Ils vont envoyer aussi un mail ou un SMS de phishing au nom d'une banque. Et là, ils vont demander à la personne qui clique sur le lien d'introduire son code PIN, de choisir un nouveau code PIN. Bon, ils s'en moquent du nouveau code PIN. Ce qui les intéresse, c'est le code PIN effectif. Et ils disent dans ce message, voilà, on va vous envoyer une nouvelle carte bancaire, mais pour cela, vous devez la renvoyer à telle adresse. Pourquoi? Eh bien, comme ça, ils peuvent récupérer la carte bancaire et en même temps, ils ont réussi à récupérer le code PIN de la personne si jamais elle a introduit toutes ces données sur la fausse page Internet. La chose à retenir ici, c'est que la banque ne va jamais demander le code PIN de la carte de débit, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Et aussi, très important, la banque ne va jamais demander de renvoyer une carte de débit par la poste. Donc, généralement, quand on doit remplacer sa carte ou oui, qu'on doit remplacer sa carte, c'est vous-même qui devez détruire la carte bancaire et l'acheter à la poubelle. La banque ne va jamais demander de renvoyer une carte bancaire. Le phishing à la carte bancaire à domicile, qui est donc une petite variante du phishing à la carte bancaire. Là, on a vu beaucoup de cas en Flandre ces derniers mois. Alors là, comment ça se passe? C'est les fraudeurs, ils vont se faire passer pour des employés de banque, ils vont appeler la personne et ils vont donner n'importe quel prétexte pour encourager la personne à les accueillir chez elle. Donc, ils vont dire il y a des transactions suspectes sur votre compte, il y a un problème avec votre carte bancaire, mais pour venir régler les problèmes, je peux venir chez vous. Si la personne accepte, eh bien, ils vont soit essayer de voir quels sont les codes qu'elle rentre lorsqu'elle se connecte à la banque en ligne, ou alors tout simplement, ils vont directement demander c'est quoi le code PIN, toutes ces données personnelles. Je rappelle qu'ils sont passés pour des employés de banque et donc malheureusement, les personnes qui ne savent pas, qui ne faut pas donner les codes bancaires et que les employés ne demanderont jamais ce genre de données, bah, tombent dans le piège et font confiance à cette personne. Le faux banquier demande ensuite la carte bancaire de la personne en lui disant voilà, je vais la reprendre directement, mais vous inquiétez pas, une nouvelle carte bancaire va vous être envoyée. Donc le criminel finalement repart avec la carte bancaire et le code PIN de la personne. Ici, les choses à retenir, encore une fois, la banque ne va jamais demander les codes PIN, les codes réponses, etc. À un client et les banquiers ne vont jamais venir chez une personne pour couper ou récupérer une carte bancaire. Alors, je dis couper parce que certains, pour essayer de convaincre la personne,
vont dire voilà, voilà, je détruis la carte bancaire devant vous. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent la carte bancaire au milieu, mais ils coupent pas la puce. Or, si la puce est toujours là, ils peuvent encore utiliser la carte bancaire. Donc ça aussi, quand on détruit sa carte bancaire, c'est important de bien la couper en plein de petits morceaux et de bien découper dans la puce pour être sûr qu'elle ne soit plus active. Alors, oui, bon, ça, je vais passer rapidement, mais tout ça pour dire que chaque année, chez Belfin, on réalise des campagnes de sensibilisation par rapport au phishing. Donc, généralement, on fait ça avec des partenaires extérieurs. En 2021, on avait lancé la campagne Soyez malins, déjouez le phishing avec le Centre pour la cybersécurité en Belgique et la Cybersecurity Coalition. Et Safe on Web, mais Safe on Web, c'est en fait le Centre pour la cybersécurité en Belgique. On avait lancé une campagne qui était sur les réseaux sociaux, mais il y avait aussi un spot TV que je peux vous montrer, ça dure pas très longtemps. Euh, J'espère que vous allez tous bien entendre. Voilà, donc un des objectifs de la campagne, en plus évidemment de sensibiliser par rapport au message de phishing, c'était aussi de présenter l'application gratuite Safe on Web. Donc c'est une application qui n'est pas un antivirus comme ma maman le pensait, mais qui est une application qui permet d'avoir toutes des informations sur les différents messages de phishing ou les arnaques qui sont en circulation pour le moment. On retrouve ces mêmes informations sur le site safeonweb.be. Mais voilà, c'était aussi pour présenter cette nouvelle application. On a, il y a ici un mois, fait un dossier d'information qui est consacré au phishing. Je vous ai mis le lien dans le slide. Je pense que ça peut aussi vous intéresser parce qu'il y a tous des chiffres qui sont liés au phishing et aussi différents conseils qui sont repris dans cette brochure. Je pourrais aussi éventuellement envoyer le lien à Thomas qui fera ensuite le suivi. Alors, j'ai longuement parlé du phishing, mais comme je vous l'ai dit, depuis 2021, on voit aussi qu'il y a un glissement vers d'autres formes de fraude où les criminels essaient de persuader les victimes de faire elles-mêmes des virements, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On a premièrement la fraude au compte à sécurité renforcée. Alors, c'est quoi le mode opératoire? Ça peut être en 2 ou 3 étapes. Je vous ai mis ici les 3 étapes. Donc, on reçoit d'abord un message de phishing pour essayer d'avoir les codes bancaires. Et donc, les criminels vont vite faire une opération pour pouvoir ensuite téléphoner à la personne en se faisant passer pour un employé de la banque en disant, voilà, on a constaté qu'il y a des transactions suspectes sur votre compte, mais si vous voulez, on vous propose de transférer l'entièreté de votre argent sur un compte à sécurité renforcée. Alors parfois, ils passent même pas par la première étape, ils vont contacter directement une personne en disant, voilà, il y a des transactions bizarres, ils vont encore jouer sur la pression, sur la peur et ils vont inviter la personne à transférer tout l'argent sur un autre compte. Alors, ici aussi, à retenir, c'est que, encore une fois, la banque ne va jamais demander des codes, etc. Mais elle ne va jamais demander de transférer l'argent vers un compte tiers. En plus, les comptes à sécurité renforcée, ça n'existe pas parce que tous les comptes ont un même niveau de sécurité, mais ils se servent de ce prétexte pour vraiment pousser les gens à transférer tout leur argent sur ces soi-disant comptes. Une autre fraude où les criminels poussent les personnes à faire elles-mêmes des virements, c'est ce qu'on appelle la fraude à la demande d'aide. Alors là, les criminels vont essayer de se faire passer pour une connaissance, quelqu'un de la famille, etc., de la personne, et ils vont écrire à cette personne avec un numéro de téléphone qui n'est pas celui de la personne que l'on connaît, en disant, voilà, c'est mon nouveau numéro de téléphone, j'ai cassé mon portable.
Et donc, ils vont engager la conversation là-dessus. Et à un moment donné dans la conversation, ils vont dire, voilà, écoute, j'ai un petit souci, j'ai une facture urgente à payer ou j'ai un rendez-vous médical, mais je n'ai pas assez d'argent sur mon compte. Est-ce que tu veux pas m'aider et me faire un virement directement? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fraude à la demande d'aide. Je vous ai mis ici un exemple un article d'un Liégeois qui, heureusement, n'est pas tombé dans le piège, mais qui avait reçu des messages sur WhatsApp. C'est ce que je vous ai mis ici aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Donc, de soi-disant, sa fille, qui, à un moment donné, je ne sais pas quel prétexte le criminel a utilisé, mais qui, à un moment donné, a demandé de l'argent à son papa pour, je pense, payer une facture. Donc ici, le conseil que l'on donne, c'est si jamais on reçoit un message qui nous paraît suspect ou une personne que l'on connaît nous demande de l'argent, c'est de toujours contacter la personne avec le numéro que vous connaissez. Donc pas le numéro avec lequel la personne semble vous contacter, mais vraiment celui qui est enregistré dans votre téléphone pour pouvoir demander, tiens, est-ce que c'est bien toi qui m'as envoyé ce type de message? Et ici, cette personne de l'exemple, c'est ce qu'elle a fait, il a téléphoné avec le vrai numéro de sa fille et sa fille lui a confirmé qu'elle n'avait jamais envoyé ce type de message. Autre fraude que l'on voit beaucoup malheureusement et que personnellement je trouve assez triste, c'est la fraude à l'amitié ou la fraude au sentiment. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme brouteur. Eh bien, c'est de ça dont on parle en fait. Ce sont des personnes qui créent des faux profils, généralement avec une belle madame ou un beau monsieur, et qui vont contacter les personnes sur Facebook, sur des applications de rencontres et qui vont essayer que la personne s'attache à lui ou à elle. Euh, Généralement, ça peut prendre même des mois, donc ils vont vraiment essayer d'instaurer une relation de confiance entre la victime et eux. Et à un moment donné, dans la conversation, ils vont aussi se servir de prétexte pour que la personne leur fasse des virements. Donc ça peut être je j'ai pas d'argent pour m'acheter un billet d'avion pour venir te voir, est-ce que tu veux pas m'envoyer de l'argent? Ça peut être ma maman est malade, mais j'ai pas d'argent pour payer les frais médicaux, est-ce que tu veux pas m'envoyer de l'argent? Bref, ils vont se servir de n'importe quel prétexte pour que la personne envoie de l'argent et malheureusement, bien, la personne qui pense avoir affaire à quelqu'un qui, euh, qui est légitime, on va dire, envoie cet argent. Alors, notre conseil ici, c'est de bien faire attention si on reçoit des demandes d'amitié qui sortent un petit peu de nulle part. Toujours bien aller voir le profil. Souvent, on voit que le profil a été créé il y a quelques jours, il y a peut-être deux photos, on voit rien du tout. Enfin, il y a pas d'activité sur le profil. Faire attention de ne pas faire confiance à n'importe qui, se méfier des histoires tristes qui sont souvent utilisées pour essayer d'avoir de l'argent et surtout de ne pas verser de l'argent à quelqu'un qui nous parle sur Internet. Il y a aussi d'autres conseils, hein. Souvent, ces personnes-là, comme ils utilisent des photos qui ne sont pas eux, ils vont jamais vouloir mettre la caméra, ils vont toujours trouver un prétexte. Donc voilà, il y a tous des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille euh, pour voir qu'effectivement, c'est une fraude et que c'est un faux profil qui nous contacte. Peut-être aussi un petit mot rapide sur la fraude à l'investissement. Donc, la fraude à l'investissement, ça consiste à essayer de soutirer de l'argent à des personnes en leur offrant un investissement avec un rendement très intéressant. Mais bien souvent, par la suite, on se rend compte que l'investissement, en fait, n'existe pas du tout ou alors il rapporte beaucoup moins que prévu. Donc, la fraude à l'investissement, elle peut vraiment prendre différentes formes. Euh, Souvent, les fraudeurs ont l'air très professionnels, ont l'air très fiables. Bon, voilà, ils vont vraiment essayer de tenter de récupérer de l'argent en promettant aux personnes de faire fructifier cet argent, mais malheureusement, la plupart du temps, les personnes ne reverront jamais l'argent. Je vous ai mis ici, en fait, c'est surtout le SPF économie qui fait de la prévention par rapport à cela. Je vous conseille aussi d'aller Je sais voir pas leur si vous site. m'entendez. Je sais pas si vous m'entendez, mais depuis un moment, on ne voit plus les slides. Et si vous regardez dans le chat, il y a plein de gens qui disent comme moi, on ne voit pas les nouvelles slides. Ah,
Alors, il y a 2 personnes qui le disent, vous êtes la troisième, et moi je vois très bien les slides. Alors Je moi, sais j'en pas suis si... resté à le fait belle de fine défaut, ne mordez pas à l'hameçon. Pourtant, moi je vois très En fait, bien moi, les j'en suis derniers resté à la slides. 22. Et si vous Moi, je essayez vois de très bien. vous déconnecter, de vous reconnecter, peut-être que Alors, ça... attendez. Mais si vous avez vous-même cliqué sur les petites flèches, vous êtes effectivement resté sur les slides, un slide précédent, et vous avez vous-même navigué dans les slides. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de chipoter dans mes slides. Et voilà, effectivement, Attendez. ça a l'air d'être bon. Je vais reprendre le contrôle, en fait, parce que quelqu'un a pris le contrôle de ma présentation. Je ne sais pas qui. Attendez, je vais repartager. Peut-être que là, ça va fonctionner. Voilà, on voit le début de ta présentation, Charline. Ouais. Tu Ok. as été victime de phishing. Oui, voilà. Je Le vais piratage en reprendre. live. Oui, je vais reprendre là où j'étais. Donc, est-ce que tout le monde voit les slides maintenant? Ouais, ok, pour moi, là, c'est bon. C'est bon? Ok, parfait. Excusez-moi, merci. Il n'y a pas de souci. On a créé aussi, donc fait belle fine, du matériel, donc des affiches ou des stickers. Si jamais vous êtes intéressé de les recevoir, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à info@faitbellefine.be. On a fait une affiche à destination des seniors par rapport au phishing, à la fraude à l'investissement, la fraude au compte à sécurité renforcée et la fraude à la demande d'aide. On a aussi différents stickers par rapport au phishing à la carte bancaire à domicile, à la fraude aux comptes à sécurité renforcée, la fraude aussi aux investissements et la fraude à la demande d'aide. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à l'adresse que vous voyez sur le slide. Très rapidement, je vais aussi donner quelques explications sur le phénomène des mules financières. En fait, tout l'argent qui est volé en ligne, que ce soit par le phishing ou les autres formes de fraude, ça n'atterrit en fait jamais directement dans la poche du fraudeur. Donc, les organisations criminelles passent par des mules financières pour blanchir de l'argent. En fait, ils ont besoin de mules pour récupérer, si vous voulez, l'argent généralement en espèces pour eux être anonymes. Je vais vite vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, les mules financières, ce sont des personnes, donc ce sont souvent des jeunes ou des personnes qui sont en difficulté financière, qui acceptent de prêter leur carte bancaire et leur compte bancaire en échange d'argent. Alors, généralement, les recruteurs, ils vont chercher des mules financières, soit en ligne avec les réseaux sociaux, ou ça peut être aussi directement dans la vie réelle, dans des bars, près des écoles, dans des gares, etc. Et ils vont présenter ça comme étant un petit job, comme étant un service d'amis, comme étant une pratique qui est tout à fait légale. Vous voyez ici quelques exemples de stories et de comptes qui clairement essaient de recruter des mules financières pour pouvoir, encore une fois, avoir la carte bancaire et le compte bancaire de la personne. Donc comme ça, l'argent qui est volé par la fraude en ligne arrive sur le compte des mules financières. Et pourquoi ils ont besoin de ces mules financières? Eh bien parce que ça les rend complètement anonymes. Par contre, la mule financière, elle ne l'est pas, étant donné que tout l'argent volé est arrivé sur son compte bancaire et donc elle est coupable de blanchiment d'argent. Et évidemment, le blanchiment d'argent est puni par la loi. Il y a plusieurs conséquences, hein. Donc, il peut y avoir des menaces, des violences physiques de la part des criminels si jamais la mule dit ah non, non, finalement, je ne veux pas participer à ça. On a des poursuites pénales, hein, donc ça peut aller de l'amende. Généralement, les mules doivent rembourser entièrement l'argent qui a été volé à une victime. Ça peut être des travaux d'intérêt général, mais ça peut aussi aller jusqu'à la prison. Donc, je vous ai mis ici un article où on voit qu'une jeune bruxelloise a été
condamné à une peine de 12 mois de prison avec une amende de 800 € pour avoir mis son compte bancaire à disposition d'escrocs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de prévention par rapport à ce phénomène qui touche énormément de jeunes et qui se rendent parfois pas toujours compte que c'est en fait illégal de prêter sa carte bancaire et son compte bancaire. Voilà, on a créé des brochures pour sensibiliser à ce phénomène. Donc, il y a une brochure pour les jeunes, il y a une brochure aussi pour les accompagnateurs et les parents. Vous pouvez retrouver ces deux brochures sur notre site internet, mais si vous voulez aussi les recevoir par mail, vous pouvez aussi envoyer un mail à info@febelfin.be. On a réalisé au mois de novembre dernier une campagne pour justement sensibiliser les jeunes et les parents au danger de la fraude en ligne et surtout au phénomène des mules financières. On avait une affiche qui, je pense, est encore là sur la place de la Bourse, qui est en fait une immense pancarte qui reprend un petit peu les codes qui sont utilisés par les escrocs en disant voilà, tu veux te faire de l'argent facile, tout à fait légal, rends-toi sur ce site. Et en fait, lorsque une personne va sur ce site, elle n'arrive pas sur un site qui lui permet de gagner de l'argent facilement, mais elle arrive sur notre site qui est moremoney.be qui relate l'histoire d'un jeune. Donc c'est une histoire vraie. Bon, évidemment, c'est un acteur qui est dans les vidéos sur ce site, mais c'est une histoire qui est vraie d'un jeune qui avait prêté son compte bancaire et qui a vraiment eu toute une série de conséquences assez graves. Il y a aussi le témoignage de sa maman. Et on reprend sur ce site tous nos conseils pour comment reconnaître la fraude, que faire si jamais on a prêté son compte ou si on a donné ses codes bancaires, etc. Donc, vous verrez toutes les infos de la campagne sur le site moremoney.be. Petit mot, je vois qu'il est 45. Bon, je vais vite passer. Bon, tout ça pour dire qu'on a vu toutes les fraudes en ligne. Mais il faut savoir que les systèmes bancaires qui sont développés par les banques sont des systèmes qui sont sûrs, à condition évidemment de ne pas donner ces codes PIN, les codes issus du DigiPass, qui sont les codes qui permettent à un criminel de se connecter au compte bancaire d'une personne. Ce qui est peut-être aussi intéressant, parce que pas beaucoup de gens le savent, mais c'est qu'il y a vraiment un monitoring qui est fait par les banques pour essayer de détecter les transactions frauduleuses. Donc, on sait que 75% des transactions frauduleuses sont détectées par les banques et bloquées et récupérées. C'est pour ça aussi parfois que un client peut recevoir un coup de téléphone de sa banque en demandant, tiens, est-ce que c'est bien vous qui avez fait ce virement? Si jamais la banque constate qu'il y a un virement qui sort un petit peu du schéma normal de paiement d'un client. Donc, ça peut arriver si jamais je ne sais pas, on a une grosse facture à payer, on peut recevoir un coup de fil de sa banque, eh bien, c'est parce qu'il y a vraiment tout un système de monitoring qui est automatique, qui essaie de détecter si oui ou non il y a un schéma qui n'est pas normal par rapport aux clients. Malheureusement, les fraudeurs, ils essaient toujours de rester sous le radar des banques et quand ils constatent que leurs transactions ne passent plus parce que c'est détecté par les banques, eh bien, ils vont s'adapter pour essayer de faire en sorte que leurs transactions frauduleuses passent. Oui, donc la banque mobile, elle n'est pas moins sûre. Donc souvent, on a des gens qui ont peur d'utiliser les applications bancaires, mais pas le PC banking. Mais c'est exactement la même technologie hyper sécurisée qui est derrière ces services. Oui, bon, voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer qu'il y a l'authentification en des étapes, etc., etc. Je pense que je vais plutôt passer directement à que faire et qu'est-ce qu'il faut retenir, en tout cas dans les cas de fraude en ligne. Bon, ça, je l'ai répété pas mal de fois, donc il faut jamais donner ses codes personnels en réponse à un courriel, un appel téléphonique, un SMS, un message, etc. Ne jamais cliquer sur un lien pour faire des opérations bancaires, mais toujours ouvrir soi-même son application bancaire, toujours aller soi-même sur le site de la banque si on utilise le PC banking et de jamais passer via un lien pour faire des transactions parce que là, c'est d'office du phishing. Que faire si on est tombé dans le piège?
Il faut bloquer immédiatement ces cartes bancaires si jamais on a communiqué ces données de carte bancaire en appelant CardStop au numéro que l'on voit ici. Contacter aussi la banque le plus rapidement possible. Donc, juste contacter CardStop n'est pas suffisant en cas de fraude en ligne. Il faut aussi contacter la banque pour qu'elle puisse bloquer le compte et bloquer les applications si jamais ça n'a pas déjà été fait. Sur le site de CardStop, il y a depuis un an maintenant plus ou moins une page qui reprend toutes les données de contact des banques si jamais on est victime d'une arnaque. Donc c'est le lien que j'ai mis ici. Et évidemment, il faut déposer plainte à la police, bien rassembler toutes les informations qui sont liées au préjudice subi, parce que la banque va demander un PV, une copie du PV pour pouvoir aussi lancer le dossier de fraude. Depuis le mois de janvier 2022, CardStop a un nouveau numéro, donc qui est le 078 170 170. C'est un numéro qui est aussi accessible depuis l'étranger en rajoutant le plus 32 de la Belgique. Je sais que pendant tout un moment, l'ancien numéro était toujours actif. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement. Donc, si on appelle l'ancien numéro, je pense que c'est encore possible de faire bloquer ces cartes. Mais à un moment donné, l'ancien numéro va être supprimé et donc il faut appeler ce nouveau numéro directement. Si on reçoit des messages suspects, c'est toujours intéressant de les transmettre à suspect@safeandweb.be, qui est une adresse mail automatique. Donc, pas la peine de faire un joli mail. C'est une adresse mail qui permet de faire bloquer les liens qui se trouvent derrière les messages, que ce soit les emails ou les SMS de phishing. Donc, finalement, c'est contribuer quelque part au blocage des sites malveillants et donc d'empêcher les personnes de tomber dans le piège. Si on reçoit un message de phishing au nom d'une banque, les banques ont aussi une adresse mail qui est dédiée. Donc, c'est le nom de la banque @phishing.be. Voilà. Et l'application Safe on Web, j'ai déjà donné un petit mot d'explication dessus, mais c'est une application qui permet d'avoir toutes les nouveautés, enfin les nouveautés entre guillemets, en termes de cybermenaces, de nouveaux messages, de phishing. Cette application qui est gratuite. Et on peut retrouver ces mêmes informations sur le site de safeonweb.be. Je termine vite fait, Thomas, sur si jamais vous voulez en savoir plus. Il y a beaucoup d'informations sur notre site internet. On a aussi une brochure qui est relative à l'inclusion numérique. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la sécurité en ligne où vous pouvez retrouver des vidéos qui expliquent les fraudes que je vous ai expliquées. Sur nos médias sociaux, on est aussi fort actifs. On a lancé récemment aussi pour les jeunes un compte TikTok pour présenter les fraudes, mais aussi tous les sujets financiers qui peuvent intéresser les jeunes. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller faire un tour. Je fais les vidéos en français, donc voilà. Et ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est que très prochainement, il va y avoir une formation en ligne gratuite sur la sécurité bancaire qui sera donnée par Febelfin Academy. Donc Febelfin Academy, c'est notre penchant, on va dire, mais ils font des formations pour les personnes qui travaillent dans le secteur bancaire. Donc ça, vous aurez vraiment toutes des informations sur les fraudes en ligne les plus courantes, les outils, le matériel de sensibilisation existant, des conseils, la possibilité de poser des questions aux experts. Et si là aussi vous voulez avoir plus d'informations quant à savoir quand cet e-learning va sortir, vous pouvez aussi envoyer un petit mail à info@febelfin.be. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Désolée si j'étais un petit peu rapide sur certains points, mais voilà, le timing était un petit peu serré. Un tout grand merci, Charline. Ce n'est effectivement pas un exercice facile que de présenter tous les enjeux de la sécurité en ligne, tous les Oui, types c'est ça. d'arnaques, tous les bons conseils, comment repérer les indices, quelles sont les solutions. Donc, je te remercie vraiment énormément pour la présentation. Merci. C'était très clair, c'était très complet. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, on vous enverra évidemment les liens par mail et les slides. Donc, vous pourrez consulter ça à votre aise. Je profite euh, rapidement aussi de l'occasion pour partager mon écran et préciser que sur
sur un de 3 digits. Il y a aussi quelques modules sur la sécurité en ligne, hein. Vous trouverez ça dans le centre de ressources, compétences numériques de base, ordinateur niveau avancé. Et ça s'appelle la sécurité en ligne. Découvrir la sécurité sur Internet, comment créer un mot de passe fort. euh, et parce qu'on voit que c'est toujours le facteur humain qui est la clé pour les pirates, les malfaiteurs d'accéder au compte. Et donc, au plus nous sommes à sensibiliser surtout les personnes qui maîtrisent mal ou peu ou pas très bien le numérique, de les sensibiliser, de les former. euh, une personne avertie en vaut deux. Voilà, et vous voyez, ça a été mis à jour. On a fait une petite vidéo explicative. C'est un peu un résumé de ce que Charline a présenté aujourd'hui, euh, que je vous invite à aller consulter. Il y avait une question dans le chat, Charline, et peut-être que tu peux aider nous aider à y voir clair. Oui. Une première question, c'était le phishing arrive souvent le jeudi. Pourquoi? Est-ce que, à ta connaissance, il y a une explication à ça? Euh, Moi, en fait, je ne connais pas cette explication, mais en fait, je pense qu'il y avait eu une étude réalisée par la police fédérale qui avait montré qu'il y avait le plus de messages envoyés le jeudi. Mais en toute honnêteté, je ne sais pas vous expliquer pourquoi le jeudi est choisi par les criminels. Je pense en complément de ce que tu dis que ce sont des jours où, et on utilise la même stratégie en marketing, où les gens sont Oui. plus à même de cliquer sur un lien en se disant, on n'est pas vendredi, j'ai pas le temps, c'est le week-end, je ferai ça la semaine prochaine. Le lundi, on a une charge de travail trop importante, justement, parce qu'on prépare la semaine. Donc, mardi, jeudi sont des jours qui, justement, pour des activités promotionnelles, fonctionnent bien. Voilà. Je vois une question si Febelfin organise des conférences pour des espaces publics numériques, des EPN. Charline, ça, je te laisse répondre. Alors oui, tout à fait. Donc c'est toujours sur demande. Nous-mêmes, on n'organise pas des webinaires ou des sessions d'information, mais c'est toujours sur demande. Donc on a déjà effectivement donné des présentations sur la sécurité en ligne, sur la banque numérique dans des EPN. On avait d'ailleurs en 2019 fait une collaboration avec les EPN de Wallonie et l'Agence du numérique où on était venu dans toute une série de webinaires faire des présentations sur la sécurité en ligne. Donc, si jamais vous voulez avoir une présentation en présentiel, vous pouvez, je vais peut-être donner mon adresse mail aussi, vous pouvez m'envoyer un petit mail et c'est tout à fait possible que Febelfin vienne faire une présentation sur soit la sécurité en ligne, la banque numérique ou les deux combinés. Donc, voilà. Donc, mon adresse mail, c'est charline.goré@febelfin.be. Je vais le mettre peut-être dans le chat, comme ça tout le monde peut le voir. Mais donc oui, c'est possible. Merci beaucoup. Et de toute façon, tous les liens de contact, je vois aussi quelques demandes par rapport à la formation. Tout ça sera accessible dans les slides que je vous enverrai. Euh, donc, n'ayez crainte, vous recevrez les informations. En tout cas, on voit que c'est un sujet toujours d'actualité, très important. Ça nous concerne, nous personnellement, mais ça concerne aussi les bénéficiaires, les personnes qu'on accompagne. Voilà. Et donc, on espère que grâce au matériel de communication, sensibilisation, de formation aussi, de Febelfin, voilà, ce qu'on fait tous sur le numérique, on puisse être plus vigilant en ligne et éviter les pièges, et sinon reconnaître les pièges et réagir convenablement. Je vois qu'il y a une question aussi, comment avoir l'information par rapport à l'e-learning? Je pense que c'est par rapport à ça. Le mieux, c'est d'envoyer un mail à info@febelfin.be et là, on pourra vous envoyer toutes les informations. Je pense que cet e-learning va sortir au mois de janvier, mais à confirmer. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions.
Je vois une petite blague. Mais bon, voilà. Le message est passé, en tout cas. En tout cas, un tout grand merci, Charline, Merci. pour la présentation. C'était effectivement, et ça a été répété dans le chat, très clair, très complet. Merci à tous les participants qui étaient là aujourd'hui, qui ont assisté au webinaire. Et restez vigilants. Voilà. Passez le mot euh, à votre famille, les personnes que vous accompagnez. Et, et on se dit à bientôt. Merci. Merci.